Je suis heureuse d'accueillir comme sponsor de cet épisode Mentor Show. J'ai eu la chance de suivre la masterclass de Christophe André sur l'art de la méditation. Je la pratique depuis quelques années et je suis toujours en quête de la rendre partie intégrante de ma vie. Un programme de 10 minutes par jour pendant 15 jours. Les exercices sont nombreux et faciles à pratiquer. Le format court permet de s'additionner à n'importe quel quotidien sans changer votre emploi du temps. Du coup, j'ai décidé de suivre de nouvelles masterclass avec des personnalités comme Lise Bourbeau, Boris Cyrulnik ou encore Frédéric Lenoir. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux accéder à mon Mentor Show quand je veux et à mon rythme sur mon ordi, ma tablette ou mon smartphone. En plus, j'ai téléchargé leur application qui me permet de regarder les cours sans avoir besoin d'un accès à Internet. Je vous encourage vraiment à vous abonner à Mentor Show pour aller encore plus loin dans vos cheminements. Les 200 premières personnes qui s'abonneront à Mentor Show bénéficieront d'une remise de 40% sur le pass illimité avec le code promo Métamorphose40. Cette réduction est disponible jusqu'au 19 mars. Pour en profiter, rendez-vous dès maintenant sur mentorshow.com, mentorshow.com, ou cliquez simplement sur le lien situé en commentaire épinglé sous ce podcast et renseignez votre code promo sur la page de paiement. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les écrans ont envahi notre quotidien et encore plus avec cette pandémie. Télévision, smartphone, tablette, ordinateur, difficile de s'en passer pour nos démarches ou nos loisirs. Ils nous sont devenus nécessaires. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, des études nous alertent sur le danger qu'il ferait courir au développement cérébral de nos enfants. Alors, qu'en est-il réellement ? Quelles sont les limites scientifiques de ces parutions ? Faut-il s'alarmer outre mesure de l'exposition de nos chers enfants aux écrans, petits ou ados ? Pour y répondre, je reçois un professeur de psychologie du développement cognitif à l'université Paris-René Descartes, membre de l'Institut universitaire de France et qui a participé à de nombreuses recherches sur le développement de l'enfant, et est l'auteur de ce dernier livre, Votre enfant devant les écrans, ne paniquez pas. Nicolas Poirel, bonjour et soyez le bienvenu dans Métamorphose. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Avec grande joie. C'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de parents et éducateurs, d'ailleurs au sens large. Oui, ça c'est vraiment un phénomène évidemment qui a pris un plein essor depuis les 10-15 dernières années et beaucoup de parents s'inquiètent. Donc c'est important d'avoir des informations scientifiques précises sur le sujet. Absolument, et c'est ce qu'on va voir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer rapidement l'apport des neurosciences à la psychologie ? Alors l'apport des neurosciences à la psychologie permet de comprendre ce qui se passe dans le cerveau en parallèle du comportement des enfants, des adolescents, des adultes. Parce que parfois on a des comportements qui sont identiques chez les enfants et chez les adultes, mais ce qui se passe dans le cerveau, c'est pas tout à fait la même chose. Donc l'imagerie cérébrale permet de découvrir tout cela. Qu'est-ce qu'on a découvert justement dans ce domaine-là récemment d'assez frappant ? Alors d'assez frappant, vu qu'on est en période de visioconférence beaucoup pour les cours, je vais prendre un exemple de cours en ligne. En fait, on sait que jusque l'âge de 7-8 ans, un enfant qui va suivre un cours par une vidéo, en fait, sans avoir une personne physiquement présente devant lui, eh bien, cet enfant va réussir à apprendre correctement ce qu'on lui communique comme message, les informations qu'il faut comprendre. Mais au niveau de son cerveau, eh bien, en fait, l'ancrage cérébral va être moins fort que chez des adolescents, par exemple, ou des adultes. Donc ça signifie que cet enfant, il va apprendre, mais il aura beaucoup plus de mal à généraliser son apprentissage à d'autres quand il devra se servir des petits trucs qu'il aura appris pendant l'enseignement. Donc l'ancrage cérébral n'est pas aussi fort que chez un ado ou chez un adulte. C'est ce qu'on a découvert en 2014-2015. Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous parler du cortex préfrontal et de son rôle dans le développement de l'enfant ?
Alors, le cortex préfrontal, c'est le chef d'orchestre de votre cerveau. C'est ce qui vous permet c'est cette partie du cerveau. Alors, le cerveau fonctionne en réseau, hein, mais cette partie-là a vraiment une importance majeure dans la régulation de vos comportements. D'accord. Donc ça, c'est ce qui nous permet de résister à des automatismes, de résister à des réflexes. Et donc, par exemple, chez l'adolescent, ce cortex préfrontal n'est pas encore tout à fait mature. Il faut attendre au moins 25 ans pour que cette partie du cortex soit mature. Alors que, en comparaison, l'arrière du cerveau, qui vous permet de voir, eh bien ça, c'est mature dès les premières années de vie. Donc en fait, ce cortex préfrontal qui est finalement le chef d'orchestre de votre cerveau, eh bien à l'adolescence, c'est ce qui peut expliquer l'impulsivité des adolescents, par exemple. C'est pour ça qu'on dit maintenant que l'adolescence irait jusqu'à justement 24-25 ans, c'est ça? Et oui, au niveau cérébral, c'est exactement ça. Alors, on entend un peu ça et là qu'on n'utiliserait que 10% de nos capacités cérébrales. Il y a même eu des films sur le sujet. Vous dites que c'est une légende urbaine. Moi, je trouvais ça assez intéressant que vous puissiez nous en parler. Oui, alors ça casse un petit peu le mythe. C'est en effet une légende urbaine. En fait, vous utilisez 100% de votre cerveau tout au long de votre vie. Mais ce qui va évoluer, c'est la façon dont vous utilisez votre cerveau. Ce que l'on appelle de la vicariance, de la plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'en fait, quand les nouveaux apprentissages, par exemple, là, si j'arrive à vous apprendre quelques petites choses que vous ne connaissez pas, vous créez des connexions dans votre cerveau. Donc, vous avez toujours la même quantité de cerveau, en fait, qui est active, mais ce sont des liens entre différentes régions qui vont se renforcer, d'autres qui vont diminuer. Et en fait, donc, c'est la façon dont vous utilisez votre cerveau qui évolue. Et donc, on utilise 100% de notre cerveau tout au long de notre vie. Imaginez notre cerveau, on a des vallées, des bosses, ce qu'on appelle des sillons, des gyries. Donc, déjà qu'il n'y a pas assez de place dans la boîte crânienne. C'est pour ça que le cerveau s'est replié sur lui-même au fil de l'évolution. Donc imaginez s'il y a des régions dont on ne se servait pas, ces régions auraient disparu en fait. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Qu'on utilise 100% de notre cerveau? Oui. Qu'on utilise 100% de notre cerveau quand même, parce qu'on se dit finalement 90% on vit notre vie sans trop l'utiliser, c'est quand même pas une bonne nouvelle, même si ça donne peut-être de l'espérance. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on peut recréer des connexions en permanence, c'est surtout là-dessus en fait. Exactement. Et en particulier via les écrans, on a des apprentissages qui marchent très très bien via les écrans, mais au cours des premières années de vie, il est vrai qu'il faut quand même favoriser au maximum les activités manuelles chez les enfants, puisqu'en fait l'enfant, dans ses premières années de vie, découvre le monde par ses sens et ses actions sur le monde. Donc il faut que l'enfant agisse sur le monde. Alors, on peut le faire via des tablettes, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment alterner les deux types d'activités. Sans dire forcément que les écrans sont dangereux, mais il faut avoir en tête qu'il faut quand même privilégier une activité manuelle chez le jeune enfant, évidemment. Alors, votre livre, vous commencez à parler de la télévision. On va parler des tablettes, des smartphones, mais d'abord de la télévision. Vous dites qu'elle modifie le comportement, le fonctionnement cérébral de l'enfant. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui des recherches sur justement l'impact de la télévision sur le cerveau des enfants, qui est moins peut-être regardé par les adolescents via le poste de télévision, mais plutôt via les smartphones? Oui, alors chez le jeune enfant, on va dire aller jusque 5-6 ans en fait, on a des travaux qui montrent que on a un lien entre le développement de deux régions cérébrales, donc l'avant du cerveau dont on parlait tout à l'heure, le cortex frontal, et l'arrière du cerveau qui permet de voir. Eh bien en fait, on a un lien entre le nombre d'heures passées devant la télévision et le volume cérébral dans ces deux régions-là. Donc plus l'enfant regarde la télévision, et moins, en fait, il va développer ces deux régions ou deux pôles de son cerveau, ces deux régions cérébrales. Donc, ça signifie simplement, mais c'est des expositions massives, c'est des enfants qui vont regarder, par exemple, pendant plus de 10 heures la télévision par jour, ce qui est énorme, mais ça arrive. Donc, là, l'exemple que je vous donne, ce sont des exemples extrêmes où, en fait, dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'en effet, un enfant qui regarde massivement la télévision va mettre un petit peu plus de temps à développer ces régions postérieures du cerveau au niveau de la vision et de l'avant de son cerveau. Donc c'est pour ça qu'il faut alterner, parce qu'évidemment, pendant qu'il regarde la télévision, il n'est pas en train de jouer, d'utiliser des objets avec ses mains, et ce qui va façonner son cerveau, en fait. C'est le fait d'utiliser des objets qui va façonner son cerveau. Donc la télévision peut avoir cet effet-là. Mais quelques heures de télévision, je tiens quand même à le préciser, il faut pas s'alarmer. Si vous regardez quelques heures de télévision avec votre enfant, il n'y aura pas de séquelles cérébrales, d'accord, voilà. Oui. Mais il faut regarder avec son enfant la télévision, c'est-à-dire que là, c'est ce que l'on appelle de l'attention conjointe. Vous regardez avec votre enfant, vous avez une activité avec votre enfant, voilà.
Oui, j'allais rebondir justement là-dessus parce que c'est quelque chose que vous soulignez dans votre ouvrage. Effectivement, vous dites qu'il faut accompagner l'enfant, alors que souvent, le parent ou le parent ou l'éducateur peut s'en servir un peu comme babysitter de la télévision finalement. Exactement. Donc alors certains parents, en fait, sincèrement, hein, en tant que parent ou en écoutant des parents qui parfois sont fatigués, si vous laissez votre enfant une petite demi-heure devant la télévision, il faut pas exagérer. Votre enfant n'aura pas de troubles cognitifs. Donc ça, on a pu l'entendre, hein, mais c'est une fake news. Hein. Un enfant n'aura pas de troubles cognitifs s'il reste une demi-heure seul devant la télévision. Ce qu'il faut éviter, c'est de le laisser des heures et des heures, plusieurs jours d'affilée, seul devant la télé. Ça m'amène à vous me parliez du développement cérébral, ça me fait penser au développement du langage. Parce qu'on a beaucoup entendu parler du fait que les enfants qui regardent la télévision, par exemple le matin, auraient des troubles du langage. Donc, il est vrai qu'il y a une étude en 2019 qui est sortie. Ce sont des chercheurs français de l'université de Rennes qui ont en effet trouvé un lien entre des enfants qui auraient moins de vocabulaire et qui regardent la télé le matin. Mais c'est un lien en fait, c'est une corrélation. Et c'est pas une causalité, c'est-à-dire que on peut pas savoir dans quel sens va ce résultat. Est-ce que ce sont les enfants qui regardent beaucoup la télévision le matin qui vont avoir des troubles du langage, ou est-ce que c'est parce que les enfants ont des troubles de langage qu'ils se réfugient un petit peu dans la télévision? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est corrélation n'est pas causalité. Et juste pour faire très rapide sur ce point-là, parce que ça a quand même été très très relayé dans les médias, sachez que l'autre résultat qui a été trouvé, c'est que ces enfants qui ont un petit peu moins de mots, un petit peu moins de vocabulaire, eh bien, ce sont aussi les enfants qui discutent peu de ce qu'ils regardent avec leurs parents. Donc ça signifie qu'en fait, plutôt que de faire les gros titres des journaux en indiquant qu'il faut jamais d'écran le matin, peut-être que ça aurait été un meilleur levier de dire, s'il vous plaît, essayez de discuter de ce que vos enfants regardent à la télévision. Et là, ça serait peut-être un bon levier pour éviter ces différences développementales. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, vous le dites aussi pour les ados et les jeux vidéo, et on y reviendra, qu'il faut en parler avec eux, s'intéresser à leurs jeux plutôt que de leur dire arrête de regarder, arrête de jouer, etc. Exactement. On y reviendra tout à l'heure. Oui, d'accord. Je voudrais juste qu'on termine un peu sur la télévision. Est-ce qu'il y a un impact du moment de la journée et qu'en est-il de la télévision qui est constamment allumée? Évidemment, on imagine que c'est pas terrible, il y a quand même encore beaucoup de foyers où c'est le cas. Oui, c'est vrai, on met souvent la télévision, on la met en bruit de fond en fait, comme une présence, mais donc là encore une fois en lien avec ce développement du langage, en fait dans cette même étude dont je vous parlais tout à l'heure, il y a énormément de paramètres qui n'ont pas montré de résultats significatifs, par exemple le nombre d'écrans à la maison, la durée hebdomadaire d'exposition, l'accès à la télé, à un ordinateur et une console, le fait de regarder la télé le midi, l'après-midi, le soir, ou même pendant les repas. Eh bien là, vous n'aviez pas de résultats significatifs au niveau du langage entre les enfants qui regardaient à tous les moments que je viens de vous citer et ceux qui ne regardaient pas. Les seuls résultats qui ont été trouvés, c'est le matin et le fait de ne pas discuter avec les enfants. Les auteurs ont conscience de ces résultats-là, ils en parlent, mais ça, c'est vrai que c'est passé un petit peu à la trappe quand même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une télé, pour répondre à votre question, une télé qui reste allumée, eh bien une télé qui reste allumée ne va pas avoir le même effet qu'une radio, par exemple. Une radio, le fait qu'on ait que le son, en fait, ça ne va pas perturber le jeu de l'enfant, alors qu'une télévision, c'est vrai que ça va capter automatiquement le regard de l'enfant, même quelques secondes. Et en fait, une télé allumée dans une pièce, même si l'enfant ne la regarde pas, il va jouer en moyenne 20% de moins. Il va passer 20% de moins dans son activité du jeu parce que son regard va être capté quelques secondes par la télévision. Donc ça, en effet, à choisir, il vaut mieux laisser un petit peu de musique ou la radio plutôt qu'une télé allumée dans la pièce où joue l'enfant. Alors maintenant, concernant les tablettes tactiles, en quoi peuvent-elles aider finalement les plus petits à apprendre à écrire et à lire? Quid des mathématiques? Et puis vers quel âge faut-il introduire ces objets ou pas, sachant qu'il y a un impact aussi de ce qui est en effet miroir, de l'usage des parents, évidemment. Oui. Alors les tablettes tactiles, l'avantage, c'est que l'enfant agit sur la tablette. Donc là, je rebondis sur ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Je vous ai indiqué que l'enfant doit découvrir le monde par ses sens et ses actions. Et là, l'enfant agit sur la tablette. Donc c'est déjà différent par rapport à une télévision. Et en fait, il y a une étude qui a 4-5 ans qui a montré qu'un enfant qui apprend à écrire des lettres, eh bien cet enfant va mieux réussir à écrire des lettres avec du papier et un crayon s'il a appris via une tablette par rapport à une situation dans laquelle
d'autres enfants auraient appris avec du papier crayon. Ça veut dire qu'en fait, en gros, en apprenant sur une tablette avec le doigt, eh bien, les enfants ont de meilleurs résultats après quand ils utilisent un crayon et une feuille par rapport à des enfants qui ont appris avec un crayon et une feuille. Donc, c'est un résultat qui est quand même intéressant puisque les enfants écrivent quand même au bout du compte avec un crayon sur une feuille, mais ils ont appris via une tablette. Alors, dans cette étude, il faut toujours être vigilant, il faut toujours avoir ce petit regard critique. Dans cette étude, il manque quand même un groupe. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu connaissance, par exemple, d'enfants qui auraient appris via leurs doigts sur, par exemple, du sable ou avec de la peinture. Je pensais aux lettres rugueuses, par exemple, de Maria Montessori. Ce serait bien d'avoir fait un groupe là-dessus. Exactement, mais il n'y a pas ce groupe-là dans cette étude. Donc, vous voyez, il y a toujours ce petit côté, c'est un côté méthodologique qu'il faut avoir. Il faut aller regarder les articles, en fait. Et on voit qu'en fait, la tablette, ça a l'air de bien marcher pour l'apprentissage de l'écriture de lettres. On ne parle pas d'écrire des mots, des phrases, là on parle des lettres. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir si avec juste un doigt dans du sable, on aurait le même effet. Mais en tout cas, la tablette, dans ce cas-là, a un effet positif. C'est la même chose pour les mathématiques. Vous me parliez des maths, eh bien par exemple, si vous voulez apprendre à des enfants à avoir des notions de fractions, un demi, un tiers, un quart, eh bien avec une tablette tactile, ça va bien marcher. L'enfant va avoir ce qu'on appelle des ancrages attentionnels. Ça va très bien fonctionner. Ce sont des études qui datent de 2016-2017 qui montrent qu'en fait, le fait que l'enfant agisse avec ses doigts sur la tablette, eh bien, il va y avoir un effet de transfert au niveau cérébral qui va l'aider dans les situations pour apprendre les fractions. Voilà, ça peut être un bel outil aussi à utiliser. Alors pour les petits, puisqu'on est dessus toujours pour le moment, on passera aux adolescents et puis aux tablettes ensuite et les smartphones avec les ados. Mais en tout cas pour les petits, quelle est la bonne attitude justement des parents vis-à-vis des tablettes? Donc là, vous avez dit c'est bien si jamais c'est interactif, etc. Vers quel âge, quand ils sont pré-ados, on peut aller vers un téléphone? Qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous voyez dans votre pratique? Alors dans ma pratique, en fait, ce que je vois, c'est que les parents souvent sont beaucoup sur leur téléphone également. D'accord. Donc en fait, l'apprentissage des écrans aux enfants passe par finalement une hygiène de vie numérique à adopter par les parents également. D'accord. Ça veut dire ne pas regarder ses notifications de réseaux sociaux à table, ne pas regarder ses emails. Quand on est en conversation avec son enfant, eh bien en fait, tout simplement ne pas interrompre une conversation en disant mais attends, j'ai reçu un message important, je vais y répondre. Ben là en fait, c'est une éducation des parents aussi en fait à avoir. Moi le premier, hein, en fait, on est tous tentés, hein, on est connectés en permanence. Donc il faut avoir cette attitude-là. Et dans les faits, vous me parliez du téléphone, du smartphone pour les enfants. L'âge pivot, en général, c'est l'âge de l'entrée au collège, en fait. Hein. C'est souvent l'entrée en 6e qui finalement conditionne le fait d'avoir un téléphone portable, parce que c'est l'accès aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est vrai que les enfants, quand ils rentrent en 6e, c'est vraiment le moment où ils commencent à échanger sur les réseaux sociaux. Ils ont leur groupe classe. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Hein. L'avantage, c'est par exemple ce qui s'est passé en cette période de pandémie, hein, où les enfants ont dû rester à la maison. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils restent toujours connectés avec leurs camarades, ce qui fait qu'il n'y a pas de temps de pause cérébrale en fait. Et les enfants restent dans les problèmes qui sont au collège continuent le soir au lieu qu'il y ait une coupure de quelques heures en fait. C'est ça le souci. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce cortex préfrontal qui est le chef d'orchestre du cerveau qui permet de réguler tous nos comportements, c'est en pleine phase de maturation hein, chez ces jeunes enfants. Et c'est vrai que du coup, le fait de ne pas avoir de coupure, ça peut être un souci. De ne pas prendre de recul par rapport à ce qui se passe. Voilà. Pourquoi est-ce que ça nous absorbe comme ça, ces écrans? C'est absolument fascinant, comme on est plongé dedans et on n'arrive plus à décoller. Adultes, enfants. Le média en lui-même, en fait, c'est pas juste un téléphone finalement. En fait, vous utilisez votre smartphone, vous l'utilisez pour vos mails, pour des réseaux sociaux, pour regarder des vidéos, pour tellement de choses, pour faire des jeux, et parfois vous l'utilisez pour téléphoner. Donc vous avez accès, on s'en sert aussi comme appareil photo. Donc en fait, c'est tellement multi-usage et on a cette immédiateté de l'information. Avant, il fallait aller chercher dans des encyclopédies, aller à la bibliothèque. Maintenant, on a accès à tout directement. Donc, c'est cette immédiateté qui fait qu'on a ce qu'on appelle maintenant cette culture du zapping, hein, en fait, où l'enfant a accès, l'ado, l'adulte, on a accès à tout immédiatement. Et donc, évidemment, ça crée une forme on a une envie d'être toujours connecté
et de voir ce qui se passe. Hein. On a des accroches aussi, ce qu'on appelle des dark patterns. Hein. C'est-à-dire que le nombre de likes, en fait, sincèrement, en fait, pour moi, par exemple, le nombre de likes sur ma page Facebook, ça me sert à rien dans ma vie de tous les jours. Mais je suis quand même content quand j'en ai plusieurs dizaines. Mais dans l'absolu, ça me sert pas à grand chose. Mais chez les ados, c'est important. C'est une marque c'est une marque de notoriété en fait, qui leur sert en fait. Comment est-ce qu'on pourrait aider nos ados et nos jeunes, là vous parliez de l'entrée au collège, à gérer en fait leurs écrans? C'est pas évident parce qu'au début on est un peu strict quand on introduit. Enfin moi j'ai 3 ados, donc je vous parle aussi en connaissance de cause. Au début, on dit pas le soir dans la chambre. Voilà, on a une boîte, on met en bas. Enfin, tout ça, on l'a tous lu dans les magazines, etc. Donc, on est un peu dans les bonnes pratiques. Puis, on voit que rapidement, au fil du temps, ça dérape quand même. Et après, ça devient incontrôlable. Alors ça, il faut essayer de tenir. Je pense que ce que vous indiquiez est très bien. C'est-à-dire que le soir, déjà, c'est pas de téléphone le soir dans la chambre au moment du coucher. D'accord, ça c'est vraiment une règle à laquelle il faut essayer de veiller au maximum. Mais si tous les parents le faisaient, en fait, on y arriverait. Parce que souvent l'argument massu des ados, c'est de dire mais les copains copines le gardent. Alors pourquoi moi je ne le garde pas? Eh bien, il faut essayer de maintenir ça. C'est-à-dire le téléphone en mode avion, dans une autre pièce, pas dans la chambre. Et puis les personnes qui vous indiquent bah oui mais il s'en sert de réveil, eh bien on achète un réveil, hein, ça vaut quelques euros. Maintenant on trouve des réveils à 2 euros. Donc c'est pas un argument de dire que ça nous sert de réveil. Et donc ça permet une coupure aussi. C'est-à-dire que vraiment mettre son téléphone, même pour les parents qui nous écoutent, moi je vous conseille d'enlever les données mobiles le soir avant de vous coucher. Parce que votre téléphone reste, vous pouvez recevoir un appel, vous pouvez recevoir un SMS, votre téléphone fonctionnera toujours, mais les données mobiles, ça veut dire que vous n'aurez plus de notifications. En fait, sincèrement, les notifications de vos réseaux sociaux la nuit, elles servent à rien. Il faut dormir la nuit. Et ce qu'on peut conseiller aux ados, ce qu'il faut essayer de maintenir aussi, c'est du temps de lecture. Parce qu'en fait, un ado qui se réfugie dans un livre, eh bien c'est pas mal, parce qu'en fait là il n'est plus connecté et puis ça fait travailler l'imaginaire, quoi, plutôt que d'être passif devant le fil d'actualité d'un réseau social. Donc je pense que ça passe par expliquer aux ados le fait de leur dire mais tu vois tu es toujours connecté avec tes amis. Il y a des moments où il faut des temps de pause pour que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien, mais ça permet de prendre un petit peu de recul. Alors c'est pas facile, mais la clé c'est de s'intéresser à ce qu'ils font. Plutôt que leur dire, on a tous envie de dire à nos ados, t'es encore sur ton téléphone, ça fait déjà quelques heures. Demandez-leur ce qu'ils sont en train de faire sur leur téléphone plutôt. Et de vous intéresser à ce qu'ils font pour que les ados aient l'impression que vous cherchez à comprendre ce qu'ils font. C'est vrai que chez les garçons, c'est quand même encore assez genré, même si on cherche à quand même sortir de cela. Les garçons sont quand même plus sur les jeux vidéo, les filles peut-être plus sur TikTok dans ces générations. Voilà, en grande majorité. C'est vraiment un constat quanti que je fais. C'est pas une opinion personnelle. En fait, on a en effet. Donc moi, je me lancerai pas sur le côté garçon-fille parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est général. Il y a énormément de filles, par exemple, qui vont jouer à Fortnite. Avec des camarades garçons. Il y a autant de garçons, je pense, que de filles qui jouent à ce jeu-là. C'est pour ça d'ailleurs que les avatars qui sont créés, si vous regardez un petit peu sur le jeu là, dont on a tous parlé, Fortnite, il y en a autant quasiment, je pense, pour les filles que pour les garçons. Et pour TikTok, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a quand même des garçons qui sont bien actifs. Donc là, c'est vrai que ce qui peut être intéressant, c'est cette alternance d'activités des ados. Et encore une fois, intéressez-vous à ce qu'ils font. C'est-à-dire le jeu Fortnite, tout le monde en a parlé, mais il suffit de comprendre comment ça marche pour se dire que finalement une partie, ça va durer par exemple un quart d'heure. Et bien dans ce cas-là, si vous savez que votre ado est en train de jouer à Fortnite, s'il est 18h, vous savez qu'une partie, ça dure un quart d'heure au maximum. Au bout d'un quart d'heure, ça veut dire que vous avez réussi à finir premier. C'est un jeu sur une île où il faut être le seul survivant sur l'île. Donc si ça dure un quart d'heure, c'est que vous avez terminé premier, par exemple. Et bien, s'il est 18h que vous voulez manger à 19h, vous lui dites, tiens, je te laisse faire 4 parties, mais dans 4 parties, il faut que tu viennes, on va pas tarder à passer à table. Et donc, si votre ado est encore sur son ordinateur à 19h, c'est qu'il a fait plus de parties que prévu. Et là, vous pouvez commencer à discuter avec lui. Mais si vous le coupez au milieu d'une partie, en fait, c'est comme si, je sais pas, si votre conjoint est fan de foot et qu'il est en train de regarder un match, c'est comme si vous lui indiquez que vous allez manger à la 89e minute du match. Il reste 1 minute de match, il va vous dire attends, c'est la dernière minute. Ça fait la même chose chez un ado quand vous le coupez en pleine partie. Donc intéressez-vous à ce qu'il fait pour essayer
de gérer au mieux son temps d'écran et puis gérer les frustrations et essayer d'améliorer les échanges et éviter les guerres à table. Surtout si vous avez fait des brocolis et que ça lui plaît pas. Donc c'est le deuxième effet, donc il sera encore moins content de venir à table. Mais en gros, c'est ça, c'est vraiment essayer de vous intéresser à ce que font les ados. Je m'aperçois qu'on est finalement, on se plaint beaucoup du temps d'écran des adolescents, mais quand on s'intéresse à ce qu'ils font, on commence à comprendre un petit peu comment ça marche et on peut trouver quelques leviers pour gérer ce temps passé devant les écrans. Quelle conclusion vous tirez des études sur les jeux en réseau en termes justement de sociabilité et de qualité des relations sociales des ados ? Alors on s'aperçoit que dans les études, on a beaucoup parlé des jeux en réseau ou des réseaux sociaux en général sur l'impact sur le bien-être des adolescents. Et finalement, on s'aperçoit que les études publiées montrent que il y a pas tant d'inquiétude que ça à avoir. C'est-à-dire que l'utilisation des écrans, ça ne va expliquer que ce qu'on appelle 4% de la variance expliquée. C'est-à-dire que le fait que vous utilisiez les réseaux, que vous vous intéressiez aux réseaux sociaux, que vous jouez en ligne, etc. Et le bien-être à l'adolescence n'est expliqué que 4% de cette variance par ça. C'est-à-dire que le fait de porter des lunettes, par exemple, vous êtes à 5%. Voilà. Ou le bien-être, la taille, le fait d'être grand, petit, ça va expliquer 6 ou 7% de la variance. Donc vous voyez, il y a moins d'impact de l'utilisation des écrans sur le bien-être à l'adolescence que la taille, le fait que vous fassiez 1m50, 1m60 ou 1m70. Ou même le fait que vous mangiez des pommes de terre. En fait, c'est dans cette étude, ils ont fait exprès de prendre plein de paramètres, c'est une étude de 2019, qui montre qu'en fait, le bien-être à l'adolescence n'est pas directement dépendant de l'utilisation des réseaux. En revanche, ce qui peut arriver, c'est quand ça se passe mal, ça peut vite dégénérer sur les réseaux. Ça peut très très vite dégénérer, c'est-à-dire quand il y a une histoire, une petite histoire qui tourne mal au collège, ça continue le soir, et c'est là que les parents doivent être vigilants. Et c'est pour ça que si vous vous intéressez à ce que font vos ados sur les écrans, ça vous permettra aussi d'être attentif à la façon dont vit votre enfant ses relations sur les réseaux et de tirer la sonnette d'alarme quand il faut. En fait, parfois, malheureusement, on passe au travers, mais ça peut vous aider quand même un petit peu. Et au niveau des jeux en réseau, on s'aperçoit que les relations sont plutôt saines. En fait, les ados ont souvent des petits groupes, des teams en fait avec lesquels ils jouent et ça se passe plutôt bien. Ils créent des liens assez forts en fait en ligne et ça ne les empêche pas de créer des liens en dehors. C'est-à-dire que là, ce mythe aussi du fait de s'identifier à une vie numérique et de ne plus être accroché à la vie réelle, c'est pas réellement, ça se passe pas comme ça en fait. Ils font bien la différence notamment entre les deux, lié à la violence. Oui, alors la violence c'est pareil. Souvent on a dit si des enfants jouent à des jeux violents, ils deviennent violents. Non, alors ça maintenant on sait que ça ne marche pas comme ça. En fait on le sait depuis longtemps. Mais les fake news ont quand même la vie rude, la vie dure, pardon, oui. Et en fait il y a pas c'est-à-dire qu'il y a un lien. On a trouvé un lien significatif entre le temps passé à jouer à des jeux violents et des comportements violents, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet. C'est-à-dire que on n'avait pas jusqu'à très récemment de réponse à la question est-ce que ce sont les jeux violents qui entraînent de la violence ou est-ce que c'est le fait d'avoir une prédisposition à la violence qui va vous orienter vers des jeux violents. Et là on a la réponse. En fait, il n'y a pas de lien de cause à effet. Il n'y a pas de lien de cause à effet, c'est-à-dire que les ados font bien la différence entre la violence réelle, physique, ce qui se passe dans la vie de tous les jours, par rapport à ce qui se passe sur les jeux vidéo. D'ailleurs, si vous regardez des séries télévisées, dire que les jeux vidéo violents vous rendent violent, c'est la même chose que de dire à quelqu'un « Ah bah tiens, si tu regardes Dexter, eh bien fais attention, tu risques de devenir un tueur en série. » Voilà. Ou lorsque vous regardez Grey's Anatomy ou n'importe quelle autre série télévisée qui se passe dans un hôpital, de dire oh bah si tu regardes cette série-là, si tu vois un accident et un accidenté sur le bord de la route, tu seras moins impressionné que quelqu'un qui regarde pas. C'est pas vrai. On sera tous impressionnés par un accident dans la vie réelle, même si vous avez passé des heures à regarder une série télévisée. Mais c'est pareil pour les jeux vidéo. Voilà. Intéressant. Cela dit, est-ce qu'il y a quand même une histoire de banalisation de la violence ? Bon, ça c'est plus une question peut-être éthique, où finalement tuer des personnes devient quelque chose de banal. Alors, devenir banal dans les jeux vidéo, si vous voulez, depuis que les jeux vidéo ont été créés,
ce type d'activité a toujours été présent. Si vous prenez un des plus vieux jeux qui s'appelait Space Invaders, en fait, il fallait détruire fallait détruire et tuer des extraterrestres, en fait. C'est toujours comme ça. Là, donc ça a toujours été le principe, en fait. C'est les jeux de tir, en fait, qui ont toujours bien marché. Évidemment, dans les jeux de tir, vous pouvez aussi tirer sur des canards ou sur des cibles, mais c'est vrai que les jeux de guerre ont quand même une place importante. Maintenant, ce que l'on sait, grâce à l'imagerie cérébrale, notamment, c'est qu'en fait, les activations cérébrales qui sont provoquées par une scène violente de la vie de tous les jours, ou une scène dans laquelle quelqu'un va se faire mal, par exemple quelqu'un qui coupe un légume et ça se passe mal et on voit qu'il risque de se couper le doigt, en fait. Eh bien, si vous observez les activités cérébrales chez les participants quand ils perçoivent ces scènes de la vie réelle de tous les jours, ce sera les mêmes activités cérébrales qu'ils jouent à des jeux violents, qu'ils jouent comme GTA, le jeu dont on parle beaucoup, GTA qui est un jeu assez violent, en fait, où vous avez des missions à faire, c'est assez violent. Un jeu comme les Sims, c'est un petit peu les bisounours des jeux vidéo, ça, où il faut gérer des familles, il n'y a pas de violence dans les Sims, ou chez des personnes qui ne jouent pas du tout à des jeux vidéo. Vous aurez les mêmes activations cérébrales chez ces 3 groupes de participants. Alors qu'en fait, pendant des années, on pensait qu'il y avait une désensibilisation à la violence. Mais en fait, c'est pas le cas du tout, en fait. Voilà. Alors, les jeux vidéo peuvent avoir aussi des effets positifs sur les enfants dyslexiques, oui. Ceux qui ont des difficultés à lire. Sous quelle forme ? Alors en fait, il y a les jeux d'action. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les jeux vidéo d'action ont un effet bénéfique chez, par exemple, des enfants de 9 ans qui sont dyslexiques, qui ne jouent pas, par exemple, aux jeux vidéo. D'accord ? Donc, ils n'étaient pas familiers avec des jeux vidéo. Vous prenez un groupe d'enfants dyslexiques, une quarantaine d'enfants, une vingtaine d'enfants, vous leur proposez de jouer à des petits jeux vidéo d'action. Les 20 autres enfants, vous leur proposez de jouer à des jeux vidéo sans action. Eh bien, quelques heures de jeu, une dizaine d'heures de jeu, 10-12 heures, eh bien, va provoquer une amélioration de la lecture chez les enfants dyslexiques qui ont joué à des jeux d'action. Donc là, l'avantage, c'est que en parallèle de tout ce que l'on peut faire pour aider ces enfants à mieux lire, là, en fait, ce que je trouve très sympa, c'est qu'on les fait jouer à des jeux vidéo qui n'ont rien à voir avec la lecture. C'est-à-dire qu'on va faire bénéficier des processus attentionnels, ce qu'on appelle un empan visio-spatial, en fait. C'est-à-dire l'enfant va réussir à mieux capter l'information visuelle, des mots, en fait, et des lettres, grâce aux jeux vidéo qui n'ont rien à voir avec la lecture. C'est ce qu'on appelle un effet de transfert. Et donc, c'est une des clés qui permettent d'améliorer les capacités de lecture des enfants à 9 ans. Et c'est une dizaine d'heures de jeu. Le jeu qui avait été utilisé, alors c'est un petit peu provocateur de la part des auteurs, mais ça s'appelait les lapins crétins. Mais en fait, c'était un jeu sur une Wii, sur une Nintendo Wii qui avait été proposé. Et en fait, là, les enfants, donc, il y a des petits jeux d'action, des petits jeux où il n'y a pas d'action, et ce sont toujours les mêmes personnages. Donc, au niveau méthodologique, c'est intéressant parce que ce sont les mêmes personnages, soit c'est un jeu d'action ou pas, avec les mêmes personnages. Et donc, ça a permis vraiment, toutes choses égales par ailleurs, de montrer qu'on a une amélioration de la lecture chez ces enfants qui ont joué à ces jeux-là. Donc, quand vous entendez des personnes qui vous indiquent que jouer à Super Mario ne vous aide qu'à être bon à Super Mario, c'est pas vrai. Il y a des effets de transfert qui sont pas massifs, mais qui sont présents quand même, et qui permettent d'améliorer les capacités visio-spatiales des enfants, des ados et même des personnes âgées. Ça, c'est intéressant. Et dans la querelle qui oppose le livre papier au livre numérique ou à l'e-book, vous indiquez que la compréhension du texte est meilleure avec le papier. Pour quelle raison ? Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une question de génération quand on a plutôt lu. Sur papier, on est habitué et on a envie de continuer comme ça. Il y a aussi ce côté plaisir et pas forcément finalement. Oui, en fait, là, il y a des études qui montrent qu'en fait, il ne faut pas abandonner les livres, et quelle que soit la génération. C'est-à-dire même chez des ados là qui ont des jeunes adultes qui ont baigné déjà dans l'ère numérique, on s'aperçoit que vous avez ce qu'on appelle des ancrages attentionnels, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure pour les tablettes, c'est valable aussi pour les livres, qui vont nous aider à mieux mémoriser l'information sur un livre imprimé par rapport à un livre numérique. C'est-à-dire pour mémoriser une information précise dans l'espace et dans le temps, on va mieux réussir si on l'a appris via un livre que via une tablette ou une liseuse, tout simplement parce que un livre, vous avez un contexte en fait d'apprentissage. Ça vous est peut-être arrivé quand vous aviez quelque chose à retenir. Moi, je me souviens à l'université, j'allais dire à un de mes camarades, mais ça, je l'ai lu, je le sais, je l'ai lu dans le livre avec la couverture bleue là. En fait, donc on contextualise notre apprentissage, ce que l'on ne fait pas avec une liseuse.
puisqu'en fait, on a des milliers de livres, des milliers de documents sur un même appareil. Donc, le fait de contextualiser l'apprentissage va nous aider à mieux mémoriser. Et on mémorise mieux en particulier ce qu'on appelle les effets de primauté, c'est-à-dire les premières informations qu'on lit, on les mémorise mieux à partir d'un livre qu'à partir d'un livre imprimé, qu'un livre numérique. Donc, n'abandonnons pas les livres papier. Est-ce qu'on a la même chose au niveau de la graphie et d'écrire à la main et d'écrire via l'ordinateur ? Alors là, il y a plusieurs études qui sont sorties là-dessus. En fait, on tape, quelqu'un qui est habitué à taper sur un clavier d'ordinateur va taper plus vite qu'il n'écrit. En fait. Donc c'est souvent ce qui se passe chez les étudiants. Hein. Les étudiants maintenant ont une dextérité manuelle qui fait que ils tapent super vite. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Alors le pendant de cela, c'est que vous allez avoir plus d'informations rédigées. Mais du coup, vous allégez l'esprit de synthèse de votre cerveau, puisque quand vous écrivez à la main, il vous faut faire un premier travail de synthèse en direct, en fait, en flux tendu, qui vous permet du coup de noter seulement les informations essentielles. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous écrivez à la main, vous allez faire un premier travail de synthèse et donc encore une fois d'ancrage cérébral et de mémorisation qui sera plus fort que si vous tapez sur un ordinateur. Parce que comme vous tapez plus de mots sur un ordinateur, vous allez alléger. Vous savez, on fonctionne toujours à l'économie, hein, donc on va faire moins d'efforts cognitifs et moins de mémorisation avec un clavier que via du papier crayon. C'est pour ça d'ailleurs que le sketchnote, qui est quand même cette façon en fait de visualiser l'information, alors c'est peut-être plus réservé aux personnes qui ont une mémoire visuelle, mais permet quand même d'ancrer aussi une information via pas simplement l'écriture, mais des dessins et de synthétiser d'une autre manière. Vous en pensez quoi ? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut multiplier les entrées sensorielles pour bien mémoriser. D'accord, au-delà de cette histoire de dire quelqu'un il est plutôt visuel, plutôt verbal. En fait, le mieux c'est de multiplier les situations d'apprentissage, faire des schémas, prendre des notes. Et ce qui marche très très bien, c'est de s'interroger. Plutôt que relire 15 fois un cours, eh bien, il vaut mieux peut-être ne le relire que 3 ou 4 fois et travailler avec quelqu'un et s'interroger. Comme ça, on a un feedback sur ce que l'on connaît et ce que l'on connaît moins. Et ça, c'est une méthode qui marche très bien. En fait, donc là, on n'est plus dans l'histoire de je tape sur un ordinateur ou j'écris avec du papier crayon, mais c'est quelque chose que l'on ne diffuse, à mon sens, pas assez. C'est le fait de se faire évaluer par quelqu'un. Donc d'où l'intérêt du présentiel dans les lieux d'enseignement, mais bon, on peut le faire maintenant aussi à distance, hein, avec les visioconférences. Mais en fait, il faut quand vous voulez apprendre quelque chose, la meilleure façon d'apprendre, c'est de demander à quelqu'un de vous interroger sur ce que vous aviez à apprendre. Voilà, et ça vous permet vraiment de faire un point et de cibler sur ce qui vous manque. Voilà, c'est ce que je conseillerais moi. De s'interroger ou d'enseigner. On voit par exemple, je repense à Maria Montessori qui avait remarqué effectivement dans ses expériences et qui ont été confirmées par Céline Alvarez dans les lois naturelles de l'enfant et d'autres études en neurosciences, que finalement le fait d'enseigner un autre permet aussi ça. Un grand qui enseigne un plus petit. Exactement, ce qu'on appelle des interactions de tutelle en fait, en psychologie du développement. Les interactions de tutelle, c'est le fait d'avoir une relation asymétrique, c'est-à-dire quelqu'un qui un savoir un petit peu plus important que l'apprenant, et c'est gérer cette asymétrie, c'est-à-dire que la personne qui enseigne va devoir gérer ce qu'on appelle donc cette distance en fait, cette distance de zone proximale de développement, cette asymétrie, et s'adapter à la personne qu'elle a en face d'elle, et puis la personne qui est en train d'apprendre va accumuler des connaissances, des savoir-faire, et vous allez décaler au fur et à mesure cet apprentissage et apprendre de plus en plus de choses évoluées et difficiles à la personne qui est en face de vous. Donc en fait, c'est cette relation d'asymétrie, je pense, qui fait référence à ce que vous indiquez. Oui, c'est ça. Et pour conclure sur cette histoire de papier, de e-book versus tablette et puis écriture, donc vous militez pas trop quand même pour des écoles à la No Paper School, hein, des écoles sans papier, comme à Philadelphia par exemple. Moi, je pense que on est encore à une époque où le papier a toute sa place, hein, vraiment. Je pense les livres, les prises de notes. Maintenant, c'est très très pratique, hein, l'ère du numérique, c'est-à-dire que je vois bien à l'université, quand on donne nos cours, les étudiants nous demandent si on peut leur donner les diaporamas à l'avance, et comme ça, ils mettent des notes en complément du diaporama qu'on leur communique. Donc, on voit que tout cela évolue. Mais en tout cas, les données scientifiques nous indiquent pour l'instant qu'il ne faut pas abandonner le papier.
Intéressant. On arrive à la fin de ce podcast et j'aimerais bien vous entendre justement. Vous parliez des étudiants, sur ce malaise des étudiants et des jeunes qui est quand même assez grand cette période de crise sanitaire. Leur unique lien avec l'enseignant sont les outils numériques. Et il y a quand même pas mal de jeunes qui ont du mal à s'y faire. Quels conseils leur donner ? Alors les conseils, je donnerais plutôt des conseils aux enseignants plutôt qu'aux jeunes. Du coup, je pense que on voit que ça a un impact évidemment sur nos étudiants. Quand on en a la possibilité, je trouve que ce qui est à privilégier, c'est ce qu'on appelle le cours synchrone. C'est-à-dire que les étudiants sont devant leur écran via une plateforme comme Zoom par exemple ou Teams ou enfin peu importe, mais en visioconférence avec l'enseignant en direct avec eux. C'est-à-dire que là, on reste dans la visioconférence, c'est toujours mieux. Moi, je prône le présentiel, dans une situation hors contexte sanitaire actuel. Mais la visio synchrone, c'est-à-dire que les étudiants sont là pendant le cours et l'enseignant est là pendant le cours, pendant l'heure de cours. Ce qui fait que les étudiants n'ont pas juste à regarder une vidéo, ce qu'on appelle asynchrone, comme si vous regardiez une petite émission sur Internet qui a déjà été enregistrée, dans laquelle vous ne pouvez pas interagir en fait avec la personne directement. Là, c'est ce qui est à privilégier. C'est-à-dire comme ça, les étudiants, il y a un rythme. Même l'enseignant s'adapte si on demande aux étudiants de mettre leur caméra, c'est important pour l'enseignant aussi. Parce que ça permet à l'enseignant d'avoir un feedback visuel de ce que comprennent bien les étudiants, ce qu'ils comprennent moins. Et puis d'insister sur certaines notions. Et là, on a cette interaction à minima que l'on aurait en présentiel. Voilà, moi, c'est ce que je conseillerais, essayer de favoriser au maximum les cours synchrones en visio plutôt que des cours asynchrones où on va poster des vidéos en fait. Faut vraiment essayer de et encore pire, donner des polycopies à réviser de son côté tout seul. Mais oui, ça c'est sûr que là, l'interaction de tutelle dont on parlait tout à l'heure, c'est valable à tous les âges de la vie et là évidemment on ne l'a pas quand on donne des documents à lire. Alors il faut quand même, on est obligé de le faire quand même de temps en temps. Là c'est une période particulière, surtout quand par exemple là on nous demande de reprendre en mettant des jauges à 50%. Donc il faut faire le même programme en voyant les étudiants 2 fois moins. Donc on est quand même obligé de diffuser des informations via les plateformes des universités, mais il faut essayer au maximum d'interagir avec les étudiants, même en visioconférence, mais il faut essayer au maximum de maintenir cela. En attendant une reprise normale de tout ça. Bien sûr. On n'en a pas parlé, juste un petit mot sur les écrans et les seniors, c'est important de le souligner. Alors les écrans et les seniors, on a vu il y a quelques années, grâce à certaines consoles de jeux, où en fait vous avez une petite manette comme la Wii en fait, où vous avez la manette que vous pouvez utiliser comme une raquette de ping-pong ou comme si vous alliez jeter une boule de bowling. Et en fait on s'aperçoit qu'avec des seniors ça marche très bien aussi ça. C'est-à-dire qu'à tous les âges de la vie, on a des capacités d'attention qui peuvent être améliorées, boostées ou maintenues grâce aux jeux vidéo. Et ça marche à tous les âges de la vie. Donc on a vu à une certaine époque dans les EHPAD, d'ailleurs ça se fait encore, je crois, des consoles de jeux qui sont apparues dans les salles, dans les salles de repos. Et ça marche bien. On sait qu'on a un gain au niveau de ce qu'on appelle la flexibilité mentale, l'attention simultanée ou la prise de décision rapide qui marche très bien, donc à tous les âges de la vie. Donc il y a une plasticité cérébrale qui est moins forte, moins présente avec l'âge, mais qui est toujours là. Et les jeux vidéo peuvent nous aider en parallèle de toutes les autres activités. Je vous dis pas qu'il faut tout remplacer par des écrans, je vous dis juste qu'en fait, plutôt que de diaboliser les écrans, apprenons à les utiliser avec parcimonie et ça nous apporte des choses positives. Eh bien, c'est très bien. Nicolas Poirel, merci infiniment pour tous ces précieux éclaircissements que vous nous avez apportés sur un sujet vraiment de grand intérêt dont on parle énormément en ce moment. J'invite nos auditeurs à se procurer votre ouvrage dont je rappelle le titre, Votre enfant devant les écrans. Ne paniquez pas, aux éditions de Book. Merci beaucoup. Merci à vous. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.